Vous écoutez le podcast de La Coupole, une base secrète au service de la folie nazie. C'est Victor qui vous accompagne tout au long de ce deuxième épisode afin de vous dévoiler les secrets de cette base souterraine. À la fin du premier épisode, nous nous étions arrêtés en juillet 1944. Le nord de la France, zone occupée, a été fortement touché. En effet, la région a reçu plus de la moitié du tonnage de bombes qui a été largué sur toute la France. C'est ici que l'occupation allemande était la plus présente, avec la moitié des soldats sur le territoire. N'oublions pas que le nord de la France était rattaché au commandement de Bruxelles, entité administrative militaire créée par l'Allemagne nazie de 1940 à juillet 1944, qui regroupait le Nord, le Pas-de-Calais et la Belgique. Suite au bombardement de la Royal Air Force sur le chantier de la Coupole et à l'avancée des troupes anglo-américaines en Normandie, les Allemands sont contraints d'abandonner le site, laissant derrière eux un paysage lunaire, poussiéreux et criblé de cratères d'obus. Pourtant, le dôme est lui toujours là, intact, immuable. À la fin de la guerre, aux prémices de la guerre froide, de nombreux accès sont dynamités sur ordre de Winston Churchill, craignant que le site ne soit récupéré par les soviétiques. Les habitants de la région vont, quant à eux, venir se servir dans les décombres des galeries afin de récupérer du matériel qui était initialement destiné au chantier. Bois, ferraille, outils, tout semblait bon à prendre pour se relever de cette période de destruction, d'autant plus que les communes aux alentours n'ont pas été épargnées par les nombreux bombardements. Le site, laissé à l'abandon pendant de nombreuses années, attira de nouveau l'attention à partir de 1987. C'est alors que le projet de réhabiliter cette ancienne base de lancement émerge peu à peu dans les esprits, avec pour objectif la transmission aux jeunes générations, afin d'éviter que cela ne se reproduise. Après 10 ans de recherche, c'est au mois de mai 1997, plus précisément le 9 mai, journée de l'Europe, que la Coupole ouvre au public en tant que centre d'histoire. Bonjour, moi c'est Mélanie. Dans ce deuxième épisode, je vous emmène au cœur du centre d'histoire de la Coupole pour une visite immersive. Casque audio sur les oreilles, me voilà partie pour une visite au cœur de ce monstre de béton. J'entre dans une galerie souterraine, sombre, humide et froide. L'ambiance est pesante, le silence règne, personne ne parle. C'est oppressant. Même le commentaire dans le casque qui n'a pas encore démarré semble vouloir me laisser le temps d'appréhender le lieu, son odeur et ses bruits. Je comprends que des milliers d'ouvriers ont travaillé jour et nuit dans ces terribles conditions. Après quelques centaines de mètres, j'arrive devant un ascenseur. Allez, c'est parti pour un bond de 42 mètres. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, je fais quelques pas sous cet impressionnant dôme de béton, et là, devant moi, se dresse une immense fusée V2. Tout a des dimensions gigantesques ici. Je me sens toute petite. Et c'est bien normal. Haut de ses 14 mètres et pesant presque 13 tonnes, cet engin atteignait la vitesse de 5760 km/h, devenant ainsi le premier objet à s'être rendu dans l'espace et dépassant le mur du son. Mais revenons à la visite de Mélanie. 2 circuits de visite se présentent à moi. Le nord de la France sous l'occupation allemande et les armes secrètes d'Hitler. Allez, je commence par le premier. Les panneaux d'exposition me propulsent en 1940. Les troupes allemandes envahissent le Nord-Pas-de-Calais. De nombreuses unités françaises et britanniques luttent avec acharnement pour ralentir la progression de la Wehrmacht et ainsi aider l'embarquement des troupes alliées à Dunkerque. C'est l'opération Dynamo, grâce à laquelle 340 000 hommes partent se réfugier en Angleterre. Les images des réfugiés hagards, les colonnes sans fin de prisonniers qui partent vers les camps en Allemagne me glacent le sang. C'est le début de l'occupation. Celle-ci dura 50 mois, un chiffre dont je n'avais vraiment pas conscience jusque-là. Mon regard est attiré par la reconstitution de la façade d'une épicerie des années 40. Le commentaire du casque audio m'indique que les produits exposés en vitrine sont des produits de substitution, appelés ersatz, tels que les rutabagas ou les topinambours, qui remplaçaient les pommes de terre, ou encore de la chicorée qui remplaçait le café. Cela ne devait pas être simple de se nourrir à cette époque. Je réalise ce qu'a dû être la vie quotidienne de mes grands-parents, et je comprends mieux les histoires que ma grand-mère me racontait, et les difficultés que ma famille avait à trouver de la nourriture pendant la guerre. Les tickets de rationnement nous paraissent aujourd'hui inconcevables, alors que cela faisait partie de leur quotidien à l'époque. Puis une photo attire mon regard. Il s'agit de la famille Filrin, qui pose à côté d'aviateurs anglais qu'ils ont secourus et de leur avis de recherche. Sacrément culottés et courageux, ces résistants. Le parachute d'un aviateur anglais récupéré en 1943 est exposé juste au-dessus. Je ne parviens pas à le toucher, mais la toile semble très fine. Bien vu Mélanie. La toile est en effet très fine. Les toiles de parachute étaient faites de soie et de coton.
elles étaient tellement soyeuses que les femmes les récupéraient pour faire des chemises, des poupées et même des robes de mariée. Des réseaux de résistance se forment dès 1940 pour cacher les soldats britanniques. Les premiers actes de résistance vont être le fleurissement des tombes puis l'envoi des tracts aériens. Des journaux clandestins tirés à quelques centaines d'exemplaires apparaissent dès l'automne 40, comme L'Homme libre ou encore La Voix du Nord. Dans cet espace consacré à la résistance se trouve la reconstitution du mur des fusillés de la citadelle de Lille, où furent exécutés de nombreux résistants. Une lettre poignante, écrite par un jeune instituteur de 21 ans, quelques heures avant de tomber sous les balles allemandes, est projetée. Cette lettre est la dernière que je vous écris. Elle vous arrivera après ma mort. Elle va éveiller en vous de douloureux souvenirs. J'ai de la peine à vous écrire. Soyez fort, fort comme je suis, comme je le serai dans quelques heures quand les balles me frapperont. Il n'y a point de haine dans mon cœur. J'ai vu des larmes dans les yeux des soldats allemands qui nous gardent. Je sais aujourd'hui, plus encore, qu'ils haïssent la guerre. Je sais que nous pouvons compter sur l'Allemagne. J'en ai des frissons. Cette lettre me retourne le ventre. Le temps de reprendre mes esprits et je continue le circuit par la libération et le débarquement. Des images en grand format montrent une véritable armada qui s'élance sur les côtes normandes pour tenter de percer les lignes ennemies. Américains, Britanniques, Canadiens et Français, tous débarquent par la mer et les airs dans cet assaut décisif qui aura permis la libération de Paris le 25 août. Au centre de cet espace consacré à la libération est suspendue une authentique traction Citroën. Je reconnais le sigle des forces françaises intérieures et de la Croix de Lorraine, symbole de la résistance. Les images de la population qui fête la fin de la guerre se confrontent à d'autres photographies de villes entièrement dévastées. J'imagine que les lendemains seront difficiles, car des villes sont complètement détruites et seront à reconstruire. D'après ce que je vois, la libération a deux visages. D'un côté, l'immense joie de la liberté retrouvée et la gratitude envers les soldats alliés, puis de l'autre, une violence qui s'exprime contre les collabos et le deuil à faire des civils massacrés. Le bilan est désastreux. Les pertes humaines, mais également les dégâts causés aux infrastructures et habitations sont incommensurables. C'est aussi à la fin de la guerre que le monde va découvrir l'horreur des camps de concentration, provoquant stupeur et indignation. La suite de la visite porte sur cette partie. Les Alliés sont alors témoins de l'impensable, comme le montrent les photos des généraux alliés qui découvrent avec horreur les camps de concentration. Dans une vitrine, on aperçoit des tenues de déportés et des objets ramenés des camps. Un passage éprouvant, mais nécessaire, pour comprendre ce qu'a été cette partie de notre histoire. Mélanie s'approche maintenant du mémorial, mais nous en parlerons dans l'épisode 3 qui sortira le mois prochain. Vous avez écouté le deuxième épisode d'une base secrète au service de la folie nazie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux de la Coupole, et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de ce podcast qui sera consacré aux armes secrètes d'Hitler.